fois de plus, merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Abdallah Koulibaly, président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France SNOSAF, a rendu visite au guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Objectif, remercier le guide pour sa contribution à la réussite de cet événement d'envergure internationale. C'est un après-midi bien rempli pour le guide spirituel des Ansar qui a reçu en audience le président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France, M. Abdallah Koulibaly, qui est venu le remercier pour les bénédictions faites lors du sommet Afrique-France, Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette rencontre du guide avec le président du SNOSAF a essentiellement porté sur les bonnes relations existantes entre le guide et les 10 comités. Au menu des échanges, des questions d'intérêt commun, comme le développement intégral des hommes, du rôle joué par les leaders religieux, la lutte contre les injustices sociales et la pauvreté, mais surtout l'organisation reçue par notre pays du 27e sommet Afrique-France, tenu à Bamako. L'objet de notre visite, c'était de venir remercier au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation, mais au nom de l'ensemble des Maliens, le shérif pour cette bénédiction que Dieu a entendue. C'est quand on est venu ici, très sincèrement, nous-mêmes, on était sous le poids de la charge. On était beaucoup inquiets. On est venu nous confier à lui. Il a fait des prières, il a fait des bénédictions, et Dieu a fait ce qu'il a fait. L'occasion était bonne pour le guide d'exprimer toute sa fierté, sa générosité et sa solidarité envers les responsables du SNOSAF pour leur sens élevé du patriotisme et n'ont ménagé aucun effort pour relever les défis. Vraiment témoigner notre reconnaissance. Ils ont fait des bénédictions qui, pour moi, et je le dis très sincèrement, le niveau de réussite de ce sommet, comme c'est dit par le président français, me l'a dit moi-même, exceptionnel. Un président Kaboré, un président Macky, un président Issoufou. Et quand ils m'ont dit, vous avez réussi un sommet exceptionnel, je leur disais, attendons dimanche. Et tout le monde est parti, vraiment en bonne santé. Tout le monde est venu en bonne santé, tout s'est très bien passé. L'importante contribution du guide des Ansar a été largement évoquée. Toujours fidèle à sa mission d'éducation des masses publiques, le guide prône inlassablement la promotion du dialogue interreligieux avec l'ensemble des communautés religieuses du Mali. Les entretiens ont permis enfin d'aborder la situation politique et sociale et l'engagement du guide en faveur de la réconciliation au Mali et le vivre ensemble. À la suite de cette audience, le guide a reçu une délégation des membres de l'association Sauvons le fleuve Niger, ASFN, qui lui ont offert un tableau d'honneur. Signalons que cette association est créée depuis quelques mois et vise à lutter contre l'ensablement du fleuve Niger. Cette remise de trophée s'inscrit dans une dynamique de partenariat et de reconnaissance à l'endroit de celui qui est considéré comme l'infatigable défenseur des droits de l'homme. Les impressions du président de l'association au micro d'Amadou Kamara. Dont nous sommes venus rencontrer aujourd'hui le guide spirituel de l'Amsardine, monsieur notre père Seyd Chérif Ousmane Aïdara, de lui donner un tableau, le tableau d'honneur pour en réalité qu'on puisse rehausser ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que le fleuve aujourd'hui, le Mali a beaucoup de problèmes, de ruptures d'équilibre écologique qui ont provoqué une accélération de différentes formes de ressources naturelles et halieutiques. Donc parmi les ressources naturelles, l'eau constitue un facteur indispensable sans lequel on ne saurait engager ni réussir un développement durable. Voilà un collectif qui est en place. Donc parmi nous, il y a des magistrats, il y a des docteurs, il y a des pharmaciens, il y a des environnementalistes. Nous avons pu songer, se réunir, se donner la main pour voir en réalité
le source d'aujourd'hui qui est en train de menacer le fleuve Niger et encore l'ensemblement du fleuve Niger, et comment aussi aider la population riveraine qui se trouve au bord du fleuve en faisant aussi l'aménagement des berges et en faisant aussi des rizicultures et des piscicultures. L'objectif de cette visite, c'était juste de venir rencontrer le guide spirituel Saïd Ousmane Chérif Haïdara, de lui nommer au nom de l'ensemble du groupe comme le président d'honneur de l'association Sauvons le fleuve Niger. Le 4e contingent chinois de la force de maintien de la paix au Mali a été honoré par les Nations Unies pour ses efforts déployés dans le pays. Amadou Diara pour le commentaire. La chef de la diplomatie chinoise et le représentant spécial secrétaire général de l'ONU pour le Mali ont conjointement procédé à une remise de médailles au casque bleu chinois déployé au Mali depuis le mois de mai 2016 en faveur d'une mission de maintien de paix. Ils sont au total 240 éléments du 4e contingent de cette force spéciale à avoir reçu leur médaille en guise d'encouragement et de reconnaissance aux efforts consentis en vue de stabiliser la zone septentrionale du Mali. L'ambassadrice chinoise qualifie cette gratification de signe palpable du mérite des braves soldats de son pays rompus à la tâche durant les 9 derniers mois au risque de leur vie et surmontant d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leur mission. Il est aussi de son devoir de saluer leur performance sur le terrain des opérations. Tous fiers, les récipiendaires chinois estiment que seuls ceux qui ont réussi et survécu jusque-là peuvent réellement sentir le poids de cette médaille honorifique. Conscients de l'immensité des tâches qui les attendent encore, ils reconnaissent tout de même que c'est l'une des missions les plus sanglantes et contraignantes comparables à celle du combat mené contre Ebola au Libéria. Au cours de cette cérémonie, des médailles de reconnaissance ont été également remises à titre posthume aux soldats morts suite à l'attentat à la voiture piégée le 31 mai 2016, attaque ayant également fait 4 blessés. En appui aux forces présentes de la MINUSMA, le 4e contingent de la force de maintien de la paix chinoise au Mali compte 3 détachements, la section ingénierie, le détachement garde et enfin la branche dédiée aux soins médicaux. Le chef de l'opposition gabonaise a donné mardi à Libreville une conférence de presse, un point de presse au cours duquel Jean Ping a passé en revue les sujets qui font la une au Gabon. Je vous propose de l'écouter. La résolution de l'Union européenne fait partie du processus. Je vous ai dit que nous avons passé des accords internationaux. Et ces accords qui sont là, Cotonou, ce que l'Union européenne veut faire parce que c'est inscrit dans les accords que nous avons passés avec eux, mais ce n'est pas l'Union africaine, l'Union européenne qui dans les circonstances actuelles va venir voter à notre place, va venir faire la campagne à notre place, va venir prendre notre destin en main. Nous pensons que la communauté internationale doit être respectée. Nous vivons dans un monde où personne ne peut plus rester caché dans son coin. Ce qui se passe à l'autre bout du monde est vu en direct partout, grâce aux médias. Donc, avec la mondialisation, avec le partage des valeurs que nous avons, on ne peut pas rester caché. On ne peut pas rester à l'abri, s'enfermer comme on le constate. Donc, nous allons suivre la communauté internationale. Nous demandons à la communauté internationale, nous avons respecté tout ce que vous nous avez demandé de faire. Même lorsque nous étions convaincus que ce n'était pas la bonne direction. Comme lorsqu'on nous a demandé d'aller à la Cour constitutionnelle. Nous savions déjà que la tour de Pise était penchée définitivement, mais nous avons quand même accepté les propositions de la communauté internationale. La communauté internationale a vu ce qu'elle a vu. Donc, elle doit prendre ses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que nous comptons uniquement sur la communauté internationale. Nous allons prendre nos dispositions et nos responsabilités. Nous avons un problème de rapport de force. Lorsque le droit ne passe plus, lorsque la situation est bloquée, comme c'est le cas, à perpétuité, la tour de Pise a décidé que le pouvoir doit rester toujours au sein d'une famille et l'armée, les milices
décide que si vous bougez, on vous tue. Donc c'est bouché. Si c'est bouché, il faut qu'on prenne d'autres voies. Et nous allons les prendre. Nous sommes prêts. Si on nous dit que nous devons parler avec le camp en face pour organiser la transition, la passation de service à celui qui a gagné, nous sommes prêts à donner toutes les garanties nécessaires pour que les gens qui ont perdu le pouvoir puissent partir en sécurité avec leur famille, avec leurs biens, avec les gens qui les entourent. Nous sommes prêts à examiner cette situation-là. Si c'est ça un dialogue, pour voir les conditions de transfert du pouvoir pacifique, la CAN, d'abord nous avons évité de nous prononcer, vous l'avez noté. Nous avons évité de dire quoi que ce soit concernant la CAN. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que la CAN est une fête de la CAF, la Confédération africaine, qui comprend 50 et quelques 54 États membres, et que nos querelles internes ne doivent pas prendre le pas sur cet événement. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas prononcés, mais nous n'en pensions pas moins. Je viens de vous le dire tout à l'heure, en disant qu'il y en a qui dansent pendant que le peuple souffre. Les dépenses de la CAN, sont supérieures à toutes les dépenses cumulées de l'éducation nationale, de la santé, du logement, etc. Vous additionnez tout ça, ça n'équivaut pas à l'investissement qu'on a mis en place pour la CAN. Est-ce que vous trouvez que vraiment c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal dans un pays qui connaît la crise qu'il connaît, où les gens sont dans la misère, où il n'y a pas de travail, où les entreprises sont à l'arrêt, et vous ne pensez qu'à danser, qu'à fêter? C'est quelque chose que les Gabonais n'acceptent pas. Voyons à présent le reste de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Khadija Kité. Le gouvernement d'Adama Barrow envisage de réviser la constitution du pays. Le ministre gambien de la Justice s'est chargé de cette annonce tout en affirmant vouloir éliminer les lois restrictives sur les médias. Il a insisté sur le fait que certaines réformes, en l'occurrence au niveau de la justice criminelle et des lois sur les médias, sont prioritaires. La Gambie veut par cette action se donner un nouveau visage, car sous l'ex-président Yaya Jammeh, le pays était vivement critiqué pour ses atteintes répétées aux droits humains. Les journalistes étaient régulièrement harcelés et poursuivis pour sédition, diffamation ou diffusion de fausses nouvelles, des motifs qualifiés de fourre-tout par Amnesty International. Mohamed Abdoulaye Farmajo est le nouveau président en Somalie. L'ancien premier ministre du pays du 31 octobre 2010 au 19 juin 2011 a été désigné à l'issue d'un scrutin indirect qui a réuni les 275 députés de l'Assemblée nationale et 75 sénateurs. L'élection, qui s'est déroulée sous haute tension en raison d'un climat sécuritaire hautement dégradé, met fin à une période d'incertitude née des différents reports du scrutin depuis son annonce en août 2016. En effet, l'élection avait été reportée à 4 reprises. Lundi, le président de la commission électorale assurait que l'élection se tiendrait coûte que coûte. Malgré ces assurances, le doute planait sur la sécurisation du scrutin, encore que la veille, des tirs de mortier ont frappé les abords de l'aéroport, lieu où s'est déroulée l'élection et une base de l'Union africaine. Il est le premier chef d'État tunisien reçu en Italie depuis le printemps arabe. Béji Caïd Essebsi est arrivé à Rome pour une visite de 2 jours pendant laquelle doivent être signées 6 conventions entre l'Italie et la Tunisie portant sur divers secteurs dont la coopération en matière migratoire. Le président tunisien a tenu à rappeler à son homologue italien la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des mouvements migratoires, parmi lesquels le sous-développement. Le ministre de l'Intérieur italien a présenté ce mercredi un plan visant à mieux intégrer les 175 000 demandeurs d'asile présents sur son sol et à diminuer la durée des recours en justice contre les réponses négatives de demandes d'asile et amplifier les expulsions des déboutés.
Enfin, Rome veut soutenir la lutte contre les réseaux de passeurs en Libye, par où sont passés 90% des migrants débarqués en 2016 et près de 100% de ceux arrivés depuis janvier. L'Italie a vu arriver un demi-million de réfugiés sur ses côtes depuis 2014. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.